Personne déterminée, elle a toujours monté au front pour défendre les dossiers de sa région, même en y laissant des plumes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Ovington. Bonjour. Vous avez eu aussi à défendre votre territoire parce que périodiquement, ça revient, la répartition de la carte électorale et le comté de Matane, on le fait disparaître. Ça, vous avez vécu ça? Ah, j'ai vécu ça, puis c'est encore en péril, hein? Mm-hmm. C'est encore la même chose en 2009, c'est incroyable. Alors moi, j'ai présenté un mémoire devant la commission qui est venue à Matane pour défendre le comté de Matane et pour ne pas non plus pour ne pas amoindrir le poids politique de la Gaspésie, qui est déjà faible comparativement à Montréal ou à Québec. Ou, imaginez, s'il n'y a plus de comtés, s'il y a juste 3 comtés, puis imaginez le citoyen qui a 300-400 km à parcourir pour aller voir son député, ou le député qui a 500 km à faire pour aller voir ses citoyens. C'est les grandeurs, c'est la géographie. En fait, le travail du député en région comme la vôtre n'est pas le même que celui dans les grandes villes. Ben non. Le député en région, c'est le guichet unique pour avoir accès au gouvernement. Le citoyen qui est mal pris, il vient voir son député. Alors, moi, j'ai un bureau à Matane, j'ai un bureau à Saint-Anne-des-Monts, parce que c'est déjà long comme distance. Fait qu'imaginez s'il y a un bureau à Matane, puis un bureau à Matapédia, puis un bureau à Gaspé, bien, le citoyen, il fait quoi? Puis s'il y a 4 bureaux, le député, il ne peut pas faire 4 bureaux, 4 jours de bureaux différents quand il faut qu'il vienne à Québec aussi. Tu sais, c'est un travail, c'est fou, c'est peut-être justifié au niveau d'un vote, un citoyen par rapport à... Mais on devrait avoir un statut spécial en région éloignée. Ça n'a aucun sens d'enlever un poids politique à la Gaspésie, puis de faire en sorte que le citoyen soit pénalisé quand il veut aller voir son député, puis de pénaliser le député aussi, de lui demander de faire des kilomètres et de l'éloigner de son citoyen qui a besoin. Écoute, c'est un travail en région, là. Des fois, on est le dernier rempart du citoyen devant une machine administrative qui est grosse, souvent qui fait de l'incompréhension. C'est normal, les fonctionnaires, ils suivent la réglementation. C'est leur rôle. Mais nous, comme députés, comme politiciens, c'est de voir s'il n'y a pas une petite faille ou s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour aider le citoyen quand même, malgré la réglementation. Tu sais. C'est ça le rôle d'un député, d'être proche de son monde puis de les aider. Alors, si le comté s'en va, c'est impossible. Il y a encore le même problème. Je suis allée dans le comté, puis on parle encore de faire disparaître le comté de Matane, de le diviser en 2. Et quelle conclusion vous en avez tirée personnellement de toute cette saga-là constitutionnelle de début de mai jusqu'au référendum de Charlottetown? Ah, le fameux référendum de Charlottetown, ça a été quelque chose. Ça a été un exercice pédagogique incroyable. J'étais présidente du oui dans le comté de Matane pour ce référendum sur Charlottetown, sur les offres que le Canada faisait, dans le fond, au Québec, pour nous garder dans la Confédération. Ça n'a pas été facile, d'abord d'expliquer, c'était déjà difficile d'expliquer toutes les notions de ce référendum. Fallait organiser des rencontres dans chaque paroisse. Moi, je visitais les clubs de l'âge d'or avec mon panneau, les feuilles, j'expliquais tout ce que l'entente, ce que le Canada nous offrait à nous au Québec. Les clubs de l'âge d'or, les chambres de commerce. Ça a été un travail pédagogique, pas évident. Pas évident, et moi, je me doutais que ça ne passerait pas, là, juste par la réceptivité que les gens avaient vis-à-vis cette entente. Je me doutais bien que ça ne passerait pas. Tu sais, comparativement à mai, c'était trop, c'était compliqué, c'était pas ce qu'on voulait au Québec. Et dans les recommandations, c'est sûr qu'il y a eu des gens qui voulaient une souveraineté absolument. Sans ça, le Québec on n'était pas sauvé. D'autres voulaient une indépendance à l'intérieur du Canada, presque.
D'autres étaient plus fédéralistes. On pouvait avoir une autonomie à l'intérieur du Canada. Alors, on a eu toutes sortes de mémoires, de bonnes analyses. Et je pense que M. Bourassa, la décision qu'il a prise de changer la loi qui était prévue, la loi 150 qui avait été prévue après Mitch, en fait, il l'a changé parce qu'elle prévoyait un référendum sur la souveraineté en octobre, souvenez-vous. Oui, oui, oui. Et la loi 150 venait changer un peu cette loi-là en disant, bien, on va faire un référendum, mais sur les offres que le Canada nous fait. Alors, ça a été un petit peu ça, la décision finale de M. Bourassa, en fait. Sa phrase, il ne voulait pas être indépendantiste nécessairement. La question s'est posée beaucoup après. Est-ce que M. Bourassa va faire l'indépendance du Québec? Il y a même eu des livres décrits après cette fameuse phrase. Mais non, M. Bourassa croyait en une fédération, même une confédération. Après toutes ses études en Belgique qu'il a fait, et puis il était pour une fédération. Mais une fédération qui reconnaissait des pouvoirs pour le Québec, des pouvoirs bien spécifiques. Tu sais, le Parti libéral, depuis les années 40, on prône toujours, même M. Jean Lesage, c'était maître chez nous, tu sais, on prône toujours des pouvoirs décisionnels pour le Québec dans certains secteurs. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, la vie continue dans l'administration publique et en 1991, il y a des négociations avec les salariés de l'État. Vous vous êtes opposé à ce qu'on impose ce qu'on appelle un gel des salaires, un blocage des salaires dans la fonction publique. Pour quelle raison? Bien, d'abord, j'avais beaucoup de fonctionnaires dans le comté de Matane, tu sais, dans les hôpitaux, la santé, l'éducation. Moi, j'avais eu des pressions beaucoup, dans le sens qu'il fallait garder un niveau salarial adéquat pour ces gens-là qui travaillent fort aussi. Puis le PQ, il ne fallait pas oublier que le Parti québécois avait abaissé de 20 le salaire des fonctionnaires déjà au début des années 80, souvenez-vous, oui. Dans une crise économique qu'il y avait eu en 83. Couper 20 d'un salaire, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Souvent, ces gens-là ont des petites familles. Tu sais, c'est une classe moyenne au Québec, là, les fonctionnaires. Ils ont besoin de gagner leur vie. Puis je ne voyais pas pourquoi ils seraient encore le bouc émissaire d'une crise économique. Je pense que tout le monde doit participer à un moment donné ou apporter un apport à la crise économique, pas juste une classe de société. Mm-hmm. Ça, non, je m'y étais opposée. Et est-ce qu'il y avait encore des tentatives de relancer l'usine de pâte et papier à Matane? Oui. Après 90? Ah oui, ah oui. Moi, j'ai rencontré souvent M. Pellado. Hein. M. Pellado est un homme aussi. Alors, j'ai fait des belles rencontres en politique. Entre autres, Mme Jeanne Sauvé, qui était gouverneure générale. Je l'ai reçue à Matane. Hein. Je l'ai reçue une femme extraordinaire. Mm-hmm. Ah oui, elle a rencontré toute une population et tout. Non, M. Pellado, j'étais toujours en contact avec lui, puis il était très ouvert. Et puis même, j'allais assister aux réunions annuelles de Donahue pour savoir où est-ce qu'ils en étaient, s'il y avait une reprise de marché, s'il y avait... Ah non, j'y tenais à la papeterie, tu sais, c'est une relance. Une usine qui ne fonctionne pas, c'est un bois mort, hein? Mais vous ne créez pas de faux espoirs à ce moment-là? Non, j'étais sûre qu'elle allait avoir une reprise économique. Oui, j'étais sûre qu'elle allait avoir une reprise dans le marché. J'étais sûre de ça. Puis M. Pellado, c'est ce qu'il me disait aussi quand je l'ai rencontré avec M. Poisson et tout. Et M. Pellado a toujours été ouvert avec moi. La preuve, j'ai un souvenir extraordinaire. Le club Rotary de Matane organisait des biens cuits. Ils appelaient ça la délicieuse, du nom d'un club sandwich fait avec du beau homard frais. Ils appelaient ça la délicieuse. Et ils ont demandé à M. Pellado de venir me cuire. Ah. Et il est venu. Il est venu, ça a été une soirée superbe. Et, j'avais un petit peu d'appréhension sur ce qui allait sortir, mais c'était bon. Puis il est venu avec sa jeune femme qui venait d'accoucher, je pense, qui se faisait pas longtemps en tout cas. Et non, ça a été... J'ai toujours été très près de lui. C'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement, des fois sous des dehors brusques, parce que je me souviens, quand il avait annoncé lors d'une conférence de presse, il y avait plein de journalistes en avant, et puis il y a un journaliste qui lui demande, mais il dit, Monsieur Pellado, vous allez financer ça comment, la papeterie de Matane, là? Fait qu'il le regarde et dit, est-ce que je t'ai demandé où tu avais pris ta cravate puis combien tu l'avais payée? Tu sais, il pouvait être direct, là. Oui. Alors, ça voulait dire, ben écoute, c'est mes affaires. Oui. Alors, non, j'étais très près de lui, puis lui-même avait confiance. Hein. Et parce que, écoutez, c'est un homme d'affaires. Hein? Il n'aurait pas investi de l'argent comme ça à Matane sans savoir qu'il y aurait une reprise un jour. Tu sais, c'est pas un enfant d'école, là. Ça, moi, j'avais confiance. Et qu'est-ce qui est arrivé finalement de l'usine?
Bien, l'usine, elle est ouverte. Elle a réouvert. Ben, moi, je n'étais plus là. C'est le député péquiste qui a coupé le ruban, là. Il faut s'attendre à ça. Tu sais, M. Bourassa, il n'a pas coupé le ruban non plus à la baie James, là. C'est M. Lévesque qui a coupé le ruban. Mais il était là. Non, mais je suis retournée dans le comté il y a quelques mois parce que le député actuel a organisé une galerie de photos de tous les députés à partir de 1920, mettons. Alors, il y avait même M. Jean Bienvenu, il y avait Mathias Rioux qui m'a battu en 1994, qui a pris ma place. Et, je dirais pas qu'il m'a battu, qu'il a gagné. Ben oui, ben oui. Non, et les gens... Donc, juste pour continuer, j'ai rencontré tous les gens, encore, c'était plein de maires et de préfets, et les gens disaient, ben vous avez travaillé pour l'usine, allez là. J'ai une reconnaissance, là, je pense. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, parce que on ne travaille pas nécessairement pour avoir des merci, ou pour avoir une reconnaissance, ou pour avoir une couronne, mais quand les gens disent, bien, vous l'avez fait, puis vous avez réussi, tu sais, ça fait un petit velours. Mais vous avez quand même aussi développé d'autres plans B, une alternative, entre autres dans les pêches. Ça a tout marché, ça? Bien, les pêches, il y a eu l'histoire du promoteur, d'abord. Il y a eu un promoteur pour relancer une usine à Tourelle, un monsieur Dubreuil. Vous avez dû lire dans les journaux, en tout cas, ça a fini par être une saga. Et il voulait investir sur la première transformation de la morue. Il faisait venir la morue, je crois, de la Russie. En tout cas, il y avait tout un plan, un beau dossier. Alors moi, j'y ai cru parce que les promoteurs, ça ne court pas les rues en Gaspésie. Là, quand tu en as un, tu essaies de travailler avec lui pour que l'usine fonctionne. Oui, oui. Puis l'usine, elle était là. C'était une question de permis de première transformation. Alors, j'ai organisé une rencontre à Québec avec les fonctionnaires, avec le ministre, M. Vallière à l'époque, et puis ils ont refusé le permis. Oh là, j'étais découragée. Ils voulaient pas donner... Quelle raison? Parce qu'il y avait une rationalisation dans les pêches. Il y avait eu un moratoire sur la morue, souvenez-vous, c'était fermé, c'était fini la pêche, il n'y avait plus de morue. Mais lui, il la faisait venir de la Russie, mais je pense qu'il n'y avait pas nécessairement bien ficelé, si vous voulez, son approvisionnement. C'est son approvisionnement qui faisait défaut, vu le moratoire sur la morue qu'il y avait au Québec. Alors, puis au niveau du financement aussi, il y avait des petits problèmes. En tout cas, moi, je me dis, s'il y a des problèmes, on va les régler. Il y a des décisions, il y a des solutions s'il y a un problème. Alors, j'ai travaillé beaucoup pour que ça fonctionne. Mais ça n'a pas fonctionné. Et il n'y a pas eu d'usine? Non, il n'y a pas eu d'usine. Mais quand il a voulu revoir l'usine était déjà vendue à quelqu'un d'autre pour faire d'autres espèces de poissons, pour faire une deuxième ou troisième transformation dans une autre espèce de... Parce que, vous savez, quand une crise arrive comme ça, dans la première transformation, comme la morue, il y a bien des espèces qu'on n'a pas développées. Tu sais, il y a le concombre de mer, il y a les coquilles Saint-Jacques. Tu sais, il y a plusieurs espèces de poissons qui sont extrêmement importants, dont on ne s'est jamais occupé avant parce qu'on avait la morue. Mais dans les crabes, dans les crevettes, ça allait bien, la pêche. Dans le homard, en Gaspésie, ça allait très bien. Dans les fruits de mer, c'était seulement le poisson de fond qui faisait défaut. À l'Assemblée nationale, en 1993, il y a eu un débat déchirant sur la langue d'affichage. Et à ce moment-là, vous avez pris position pour l'affichage unilingue française, c'est-à-dire le statu quo qu'il y avait à l'époque. Pour quelle raison? J'ai toujours été très nationaliste. Je suis... Une libérale nationaliste. Une libérale nationaliste, oui. Très. Et la langue française, pour moi, est extrêmement importante. Et elle est importante dans un environnement nord-américain, anglais, et on n'est pas beaucoup à parler français. Elle est importante aussi, pas seulement dans l'affichage que j'ai défendu, parce qu'il faut que le français demeure prioritaire, ça c'est bien entendu, mais pour sauver notre langue française, il faut bien la parler aussi. C'est tout un ensemble. Là. Des fois, j'écoute la radio actuellement, des jeunes qui sont à la radio animateurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font du français? Il y a des anglicismes, il y a des phrases mal construites, il y a des fautes majeures de termes, de phraséologie. Je trouve ça abominable. Et je me dis, c'est pas tout de pouvoir afficher en français et de pouvoir avoir une priorité de français à Montréal et à Québec et dans les grands centres. Mais il faut pouvoir bien la parler, la langue française, c'est important.
Et j'avais comme souvenir aussi, j'étais partie avec une de mes sœurs de Sacré-Cœur à Montréal. Écoutez, je vous parle de ça des années 50. Et puis, on avait essayé d'aller s'acheter des souliers chez Eaton, puis on n'avait pas pu. On ne pouvait pas dire la grandeur de nos souliers en français. Puis la dame en anglais, elle ne nous comprenait pas. Ça fait qu'on est parti sans souliers. Ça m'avait marqué. Tu sais. On vit au Québec, on ne vit pas dans un milieu... On est supposé vivre dans un milieu francophone, on est supposé vivre et s'exprimer dans notre langue. Et ça, j'ai toujours tenu à ça, beaucoup. Et même quand j'étais active en politique, la difficulté que j'ai eue à me trouver des adjointes ou des adjoints, c'était, mon premier critère, c'est quelqu'un qui ne faisait pas de faute en français. J'ai eu de la misère à trouver ça. Il a fallu que je prenne des femmes de mon âge, à peu près, qui étaient allées chez Ursuline ou qui avaient suivi des cours assez drastiques d'analyse française et tout. Puis même à la Régie des marchés agricoles, quand je fais des décisions, nos décisions sont appelables à la Cour supérieure, alors il faut quand même qu'elles soient bien documentées. Alors, mes collègues sont venus me faire corriger souvent leurs décisions sur la langue française. J'y ai toujours tenu, oui, j'ai toujours tenu. Oui. M. Bourassa a démissionné pour des raisons de santé. Immédiatement, ou très peu de temps, M. Daniel Johnson, a annoncé sa candidature et vous l'avez appuyé très rapidement. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? D'abord, il m'a téléphoné à mon appartement à Québec. Il m'a demandé mon appui. On a parlé longuement ensemble. Il m'a fait part de ce qu'il voulait, de ses buts, pourquoi il voulait être premier ministre, ou chef de parti, en tout cas. Et moi, je connaissais bien Daniel. Je l'avais connu même avant d'être en politique, à travers la famille, à travers sa mère, à travers son père. Et je lui ai donné mon accord, comme ça. Il est sûr qu'une course au leadership, c'est bon. Ça aurait été mieux parce que ça brasse les idées, il y a le choc des idées de laquelle ils sortent de grandes promesses d'avenir, c'est sûr, mais nous n'avions pas beaucoup le temps. Hein. M. Bourassa, il nous a dit en 1993 qu'il était très malade, qu'il avait ce cancer. D'ailleurs, je lui ai écrit une belle lettre quand j'ai appris qu'il avait le cancer, puis il m'a répondu. Hein. Même malade, il a répondu, signé lui-même. C'était un homme extraordinaire, en tout cas. Moi, j'ai des bons souvenirs de M. Bourassa. Donc, c'est ça. J'ai donné mon appui à Daniel parce qu'on ne pouvait pas aller en course au leadership avant l'élection de 1994. C'était trop court. Mais il a formé un cabinet sans vous y inclure. Là, une autre déception. J'avais oublié de négocier ça. J'aurais peut-être dû... On oublie toujours quelque chose. On oublie toujours quelque chose. J'aurais peut-être dû négocier ça. C'est vrai, j'ai été déçue aussi, là aussi, mais... non, ça n'avait pas été une monnaie d'échange. Tu vas avoir mon appui si tu me nommes ministre. Je n'avais pas fait ça. Mais il y avait beaucoup de compétitivité, beaucoup de compétition entre le Matane, Rimouski et Matapédia. Là. Les trois députés, on était... donc, peut-être qu'il a choisi les îles de la Madeleine parce que c'était plus... Puis j'étais contente pour Georges Farrar. Il a fait une bonne job. Et vous a quand même nommé, je crois, c'est au ministère des Transports. Adjointe au ministre des Transports, mais je n'ai pas eu beaucoup de dossiers à m'occuper parce qu'on est allé en élection presque tout de suite. Hein. Ah oui. C'est ça. Durant l'année, oui. Durant l'année, alors je n'ai pas eu beaucoup de dossiers à m'occuper. Mais j'ai perdu l'élection, c'est sûr. Là, la démocratie a parlé. Mais avant l'élection, dans son remaniement, il a fait disparaître aussi un morceau important dans votre comté. En chasse et pêche, il y avait le bureau à Sainte-Anne-des-Monts. Ouais. C'est un bureau régional. Le ministère de Loisirs, Chasse et Pêche avait ouvert son bureau à Sainte-Anne-des-Monts en 1993. Tu sais. C'est M. Blackburn, moi, qui étions allés l'annoncer en grande pompe. Et Daniel prend le pouvoir. En fait, il remplace M. Bourassa en 1994, puis il fait sauter ce ministère-là. Tu sais, c'était... Parce que de 28 ministres, je crois qu'il est tombé à 21. Tu sais, il avait rapetissé beaucoup la taille du Conseil des ministres. Donc, il fallait bien qu'il ferme quelques ministères, mais je n'aurais pas voulu que ce soit celui-là. Tu sais. Ça aussi, j'avais oublié de le négocier peut-être. Et ça avait un impact dans votre région? Bien, c'est un impact dans une région comme Sainte-Anne-des-Monts, la MRC Denis-Riverain encore là, qui était toujours la plus pauvre. Et puis, tu sais, c'est un salaire qui part. Si on ferme le bureau,
c'est une masse salariale qui cesse. C'est des gens actifs dans le milieu, c'est des gens qui s'impliquent dans la communauté, ces gens-là. Et c'est l'économie qui roule. Et c'est l'économie qui la roule. consommation. Oui. Alors ça je trouve ça difficile parce que quand on se bat pour avoir des choses pour son comté, puis qu'il y a des choses, des décisions comme ça qui se prennent sans connaître l'impact sur le milieu, moi, ça me désarçonne. Je l'aurais... Je dirais pas. Et vous êtes choqué de temps en temps aussi contre les compagnies pétrolières qui maintenaient un prix élevé du prix de l'essence en région. Ben oui, encore là, c'est un non-sens. En région, le transport en commun, ça n'existe presque pas. Tu sais, les distances sont tellement longues. Pour aller au dépanneur, il faut que tu fasses quasiment 1 kilomètre. Tu sais, Donc, si le prix de l'essence augmente, c'est toute une population qui est pénalisée encore là. Et ça revient à ce que je disais. C'est comme une région éloignée, c'est comme une femme. Il faut toujours se défendre plus, puis parler plus fort pour arriver peut-être à ses fins, tu sais, puis pour garder les acquis. Ah oui, ça, je me battrai toujours contre ça, tu sais, parce que c'est une injustice envers les gens qui vivent en région. Est-ce que vous avez réussi à faire baisser le prix de l'essence? Bien, il y avait la taxe. Hein? M. Bourassa avait promis, il y avait une taxe là, qui était moindre en région éloignée. Ça aidait un peu, en tout cas. Mais oui, parce que M. Tchatcha, à l'époque, était ministre d'Énergie et Ressources et il avait mis en place comment ça s'appelait déjà, je ne me souviens pas tellement du nom, mais en tout cas, il n'y avait pas une force pour obliger les compagnies à baisser, mais ça faisait une pression, en tout cas, sur la compagnie, sur la pétrolière, pour dire, bien, regarde, tu exagères, tu baisses un peu. On suivait ça de près. Vous vous êtes représenté aux élections de 1994. Vous avez perdu. À qui ou à quoi attribuez-vous ça, cette défaite? Moi, je dirais, Gilles, je dirais que c'est... je ne l'ai pas pris personnel parce que je trouvais que j'avais fait un bon travail quand même. Mais on m'a dit après que le comté de Matane n'était pas un comté fidèle, dans le sens que le comté de Matane vote pour 2 mandats, un gouvernement, puis après 2 mandats, il vote contre le gouvernement. Donc, je faisais partie du gouvernement, alors ça a été... On vous a quand même rendu un bel hommage, entre autres à Cap-16, oui. Une localité que peu de gens connaissent, je crois. Cap-16 est un TNO, c'est un territoire non organisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maire et ce n'est pas de municipalité reconnue comme telle. Alors, c'est un petit peu avant le parc de la Gaspésie, entre Sainte-Anne-des-Monts et le parc, sur la route pour aller dans le parc, avant le gîte du Mont-Albert et tout. Alors, il y a un chef de paroisse quand même qui était là. Il y a 250 personnes. Là. Alors, lui, il aimait organiser des parlements, qu'il disait. Alors, quand il faisait venir tout le monde dans une salle, puis il disait, on fait un parlement. Alors, moi, je faisais un discours, je disais ce qui avait été fait, je demandais leur opinion. En fait, c'est une réunion politique, si vous voulez, mais il appelait ça un parlement. Et un soir, dans les dernières années, il dit, vous, quand vous êtes arrivés dans le comté, on était tous sur le BS. Puis il dit, maintenant, on est tous sur le chômage. Il dit, merci. C'était significatif. Parce qu'ils avaient travaillé. Ça voulait dire qu'ils étaient sur le chômage parce qu'ils avaient travaillé assez de semaines. J'avais créé assez d'emplois pour les sortir du bien-être social et les rentrer sur le chômage. Mais c'était tout un hommage. Tu sais, donc, ils avaient retrouvé une fierté en travaillant. Ils avaient retrouvé un honneur. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était assez extraordinaire. Après l'élection, M. Johnson vous a nommé rapidement à la Régie du logement. Oui. Dans quelle fonction, quel mandat? J'étais régisseur et vice-présidente à la Régie du logement. La Régie du logement est un tribunal administratif qui concerne le bail résidentiel. Alors, on avait... c'est un gros tribunal, hein? Il y a au moins 65 000 causes par année que les régisseurs entendent. Il y avait aussi de l'information à donner aux locataires et propriétaires sur le bail résidentiel, mais surtout de l'arbitrage à faire sur différentes clauses non respectées. Alors moi, je m'occupais plutôt des communications externes et internes. Alors, ça a été mon travail. Je suis restée là pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai été nommée régisseur à la Régie des marchés agricoles par Lucien Bouchard, justement. Et ça, là, le travail était différent? Ah, le travail était très différent parce que là, on siégeait... D'abord, la Régie des marchés agricoles, c'est un organisme de régulation économique qui voit à la mise en marché efficace des produits alimentaires, de la pêche, de la forêt privée et tout.
et aussi qui arbitre les conflits entre les producteurs et les acheteurs. Alors, on avait beaucoup d'arbitrage à faire. On homologue des conventions aussi de mise en marché des produits alimentaires. Alors, nous siégeons à 3 régisseurs et c'est le tribunal qui se déplace en région et non pas la clientèle qui vient vers le tribunal. Alors, donc, je suis allée siéger en Abitibi, aux îles de la Madeleine, dans les régions des Bleuets, à Mistassini. On est allé siéger partout au Québec, autant pour la forêt privée que pour les produits de la pêche ou de la forêt, des forêts privées. C'est pas mal intéressant. Et les décisions sont appelables. Il fallait que les décisions soient bien documentées. Puis c'est toute la vie agricole et alimentaire qui passe devant nous. Tu sais, c'est très intéressant. J'ai aimé ça beaucoup. Quelle réalisation dans vos 9-10 ans en politique là, dont vous êtes le plus fier comme député à quelque niveau que ce soit dans votre comté ou à Québec? C'est une grande question. J'ai beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. J'ai été presque 10 ans. Non, j'ai de belles réalisations. Quand je regarde le comté et toutes les petites municipalités ont toutes eu un petit quelque chose, que ce soit une scierie ou un parc industriel ou une école qui est agrandie, qui est améliorée, les éoliennes qui commençaient à l'époque, tu sais, le cégep de Matane qui a eu plusieurs autres développements, les hôpitaux, le grand hôpital à Matane, celui de Sainte-Anne-des-Monts, sur lequel j'ai travaillé beaucoup, à améliorer. Les groupes de l'âge d'or. Chaque fois qu'on va porter un chèque, ça a l'air de rien, là, des fois un chèque de 400, 500, mais tu vas porter ça à des loisirs, à des jeunes, ça les aide. La Maison des jeunes à Les Méchins, j'ai aidé ça, le chantier naval à Les Méchins, tu sais, c'est tous des beaux souvenirs. C'est plus l'addition de... De petites choses, de petits gestes qui font qu'on aide et qui font que les gens sont heureux. Tu sais, je pense à M. Carpentieri, qui est un développeur à Matane incroyable. Il y a toute une famille italienne qui est venue s'installer. Il fait du vin maintenant, tu sais. Alors, je les ai aidés au départ. J'ai organisé des visites de ministres pour faire accepter leurs dossiers. Il y a eu Innobois, un plancher de bois à Cap-Chat, comme ça, vite les fumoirs aussi de Les Méchins, BD Sable, enfin, les boules, c'est tous des beaux souvenirs. Alors, c'est la remise, là, l'aide financière qu'on peut faire pour aider, par exemple, le toit d'une église, aider à refaire un cimetière. C'est important. C'est par les chevaliers de colon que travaillent souvent, c'est par les gens du milieu qui s'impliquent, qui viennent nous voir. Puis, tu sais, c'est du bénévolat qu'ils font toujours, ces gens-là. Tu sais, ils ont besoin d'aide, là, ils ont besoin de soutien financier. Moi, c'est ça qui a été mes réalisations, toujours. Et une grande satisfaction, finalement. Ah, beaucoup. Beaucoup parce que je comparais le travail, par exemple, mon travail à moi dans un comté comme la Gaspésie, à mon collègue à Montréal, par exemple, dans le centre-ville. C'est sûr qu'il n'y a pas de difficulté à se faire élire à Montréal. C'est plus facile. Mais ils font, à pied, le comté, ils font encadrer la terre. Ils font ça à pied. C'est sûr que c'est plus facile peut-être pour eux, mais il me semble que c'est moins valorisant, à mon avis, que moi, ce que j'ai fait dans le comté de Matane pour aider des citoyens, puis pour aider 28 municipalités, puis pour faire une papeterie, puis pour organiser, consolider le bois de sciage, et puis les pêches. Ah non, ça a été... Moi c'est une partie de ma vie professionnelle qui m'a remplie de joie et de bonheur, vraiment. Et je dois dire merci d'ailleurs à la représentante du Québec en 84 qui m'a laissé sur le bout du quai. Peut-être que sans elle, je n'aurais pas fait de politique ou ça, je devrais lui dire merci. Ah non, je me suis réalisée pleinement. Mais seulement de savoir qu'on peut parler à une foule de 400-500 personnes. Si tu ne l'as jamais expérimenté, tu ne le sais pas. Alors, on se découvre des capacités. Non, j'ai adoré vraiment. J'ai eu des déceptions, c'est sûr, on en a tous, mais pour toutes les petites réalisations que j'ai faites dans le comté, je suis contente. C'est à mon tour de vous dire merci, Mme Mourville. Bien, Gilles, ça m'a fait extrêmement plaisir et merci de faire ce genre de programme parce que ça fait partie de l'histoire du Québec aussi. Absolument. Hein? Ouais. C'est important. Vos témoignages sont importants. Oui. Merci. Merci.